Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a procédé ce jour à plusieurs nominations. L'ancien président du Sénat, Jano Oussou-Kouadio, a été nommé, ainsi que l'ex-ministre Albert Mabry Touakeus. Ils ont été nommés respectivement ministre d'État et ministre conseiller à la présidence de la République. D'autres nominations ont été faites. Nous entendrons la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré Kone. La fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a concrétisé un projet d'envergure. Une aile dédiée à la prise en charge chirurgicale des enfants malades du cœur a été construite au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. La fondation témoigne sa reconnaissance à ses partenaires et sponsors. L'effectif des forces armées de Côte d'Ivoire s'étoffe. 178 agents intègrent les rangs. Ils font partie de la 33e promotion de l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active. Le ministre d'État, Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie de baptême dans la ville de Bouaké. Et dans le dossier vide ici de ce 20h, nous évoquerons la lutte initiée par le ministère de la fonction publique contre les faux diplômes. En 2022, près de 200 candidats ont vu leur admission annulée pour faux diplômes. L'action d'authentification se poursuit. Mais comment le processus est-il mené? Quelles sont les sanctions encourues? Éléments de réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce jour, vendredi, à plusieurs nominations. L'ancien président du Sénat, Jano Oussou-Kouadio, a été nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, et Albert Mabry Touakeus, ministre conseiller à la présidence de la République. D'autres nominations ont été également faites. Nous écoutons à présent la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré Kone. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 mai 2024 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, Monsieur Jano Kouadio Aoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Touakeus Mabry, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, sont nommés vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan les personnalités ci-après. Premier vice-gouverneur, Monsieur Paulin Claude Danhaut. Deuxième vice-gouverneur, Madame Brou Adjoa Jeanne, épouse Peumont. Troisième vice-gouverneur, Madame Nassalatou Diaby. Quatrième vice-gouverneur, Monsieur Éric Taba Glaou. Cinquième vice-gouverneur, Monsieur Ibrahim Konaté. Fait à Abidjan le vendredi 3 mai 2024. Le vice-président Thiemo Komelet Kone est en mission à l'extérieur. Il est arrivé aujourd'hui même à Banjul, capitale gambienne. Il représentera le chef de l'État Alassane Ouattara à la 15e session de la conférence islamique de l'OCI, l'organisation de coopération islamique prévue les 4 et 5 mai 2024. Le thème de la rencontre, renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Ici en Côte d'Ivoire, il était question de construire une aile dédiée à la prise en charge chirurgicale des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. L'objectif est clair et l'objectif a été atteint à l'issue du 9e dîner de gala de la fondation Children of Africa tenu ici à Abidjan. La première dame, Dominique Ouattara, a convié ses partenaires et sponsors pour leur témoigner toute sa reconnaissance. Mama Traoré. Tenu le 1er mars dernier à Abidjan,
Le 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara s'est achevé sur un succès. L'objectif de récolter des fonds pour la construction d'une aile dédiée au traitement des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville est atteint. Ce, grâce aux sponsors, partenaires médias et bénévoles qui se sont mobilisés aux côtés de la Fondation Children of Africa pour réussir ce challenge humanitaire. Et cela est très cher. Pour une certaine catégorie, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, la première dame, c'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire, pour nos familles. Notre fondation est engagée également sur l'amélioration des conditions de vie des populations et notamment sur le secteur de la santé et celui des maladies cardiovasculaires. Donc il est important d'être présent, d'accompagner. Soutenir une association comme celle-là, il n'y a rien de plus beau, d'essayer d'aider les enfants qui sont en détresse médicale ou qui sont en détresse familiale. Je trouve que c'est une chose que l'on doit appuyer, effectivement. Oui. Nous sommes très heureux d'avoir participé au succès éclatant donc de ce gala. Depuis pratiquement 10 ans, nous accompagnons la Fondation et nous sommes heureux de retomber donc de ce contrat, de l'aura que la Fondation a eu. Madame la Première Dame nous a indiqué que les résultats escomptés avaient été atteints et nous sommes heureux d'avoir modestement contribué à cela. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons contribué à rendre l'événement visible à travers les publications de différents visuels. Heureux du devoir accompli, les soutiens de la Fondation Children of Africa étaient ce jeudi au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. À travers une remise de distinction, l'épouse du chef de l'État vient honorer ces entreprises publiques et privées solidaires des actions de bienfaisance que mène sa fondation au profit des plus faibles. Votre présence à cette occasion, chère à mon cœur, est la preuve de votre sincère attachement au bien-être de nos enfants et à la cause que porte la Fondation Children of Africa depuis plus de 25 ans. Et cela me va droit au cœur. Merci pour vos apports respectifs et vos différentes contributions grâce auxquelles nous parvenons à faire des miracles. Chers donateurs, grâce à vos précieuses contributions, nous avons pu largement atteindre l'objectif fixé pour cette 9e édition. Nous pourrons ainsi concrétiser notre projet de construction et d'équipement d'une aile de cardiologie pédiatrique dédiée aux opérations des enfants malades du cœur. Cette aile spécialisée sera logée au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville et pourra traiter tous les enfants qui nécessitent des soins spécifiques, y compris des opérations à cœur ouvert. Afin de marquer notre reconnaissance, nous avons décidé de remettre des awards aux grands donateurs ainsi qu'aux organes de presse qui nous ont soutenus. Sans oublier les bénévoles et les membres de la Fondation qui font un travail formidable. Ce geste est une façon symbolique de vous dire infiniment merci, car c'est aussi grâce à vous que nous parvenons année après année à venir en aide aux plus démunis, particulièrement les enfants et leurs mamans. Les dîners de gala organisés par la Fondation Children of Africa depuis sa création en 1998 sont à l'origine de la réalisation de plusieurs grands édifices de portée sociale. Citons entre autres l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, 3 centres d'accueil pour enfants victimes de travail ou encore le groupe scolaire d'excellence à Abobo et bientôt une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké. Et les populations ivoiriennes sont aussi reconnaissantes à notre armée. Justement, la famille de l'armée ivoirienne s'est agrandie. 178 sergents ont intégré les rangs. Ils font partie de la 33e promotion de l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'actifs. Et le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, vous allez le voir présider la cérémonie de baptême. C'était dans la ville de Bouaké. Kader Sogodogo. Du Cameroun, de la République centrafricaine, la République du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Niger, du Sénégal, du Togo. Ils sont au total 178 sous-officiers issus de la 33e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs ENSOA de Bouaké. Cette promotion compte 170 Ivoiriens. Ils reçoivent officiellement leur galon de sergent après une formation de 18 mois. Ils appartiennent à 9 nationalités. En quittant ces murs, je vous exhorte à toujours vous rappeler des fondamentaux
prônés par notre chef et qui vous ont été inculqués. Le respect et l'observation des lois, le sens des responsabilités, le souci du détail qui vous distinguera de la multitude, en un mot, le professionnalisme. Cette 33e promotion est baptisée sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, décédé en mission commandée. Son parrain est le capitaine à la retraite Roger Kofi de la première promotion de l'ENSOA qui aura eu une carrière exemplaire. À ces nouveaux sergents, le ministre d'État, ministre de la Défense, souhaite une vie professionnelle pleine et guidée par une seule volonté, la défense nationale. Vous avez terminé votre formation dans de bonnes conditions et vous êtes apte à servir sous le drapeau de vos pays respectifs. En prêtant serment, vous vous engagez à servir nos armées avec honneur et fidélité. Vous entamez une carrière professionnelle prometteuse au service de la paix et de la sécurité de nos populations. Les valeurs qui vous ont été transmises durant votre formation doivent demeurer les vôtres dans toutes vos actions et missions. On prit part à cette cérémonie les élus et cadres de Bouaké avec à leur tête les ministres Amadou Koné et Jacques Assaouré Kona. Cérémonie sous le regard bien avisé du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Le défilé de sortie de l'ENSOA a clôturé la cérémonie. Joie et bonheur des familles et des nouveaux militaires étaient au rendez-vous. On en arrive à notre dossier VDC de ce 20h. On évoque ce soir la lutte initiée par le ministère de la fonction publique contre les faux diplômes. Le ministère d'État, la ministre d'État donc Anne-Désirée Oloto et son équipe entament la vérification des diplômes des candidats. La lutte porte ses fruits puisqu'en 2022, près de 200 candidats ont vu leur admission annulée pour faux diplômes. L'action d'authentification se poursuit, mais comment la vérification est-elle faite quand court au juste les candidats aux faux diplômes? Quel sera le sort et que prévoit la loi? Élément de réponse dans le dossier VDC signé Grace Kando. En 2022, dans un communiqué du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, 153 candidats admis au concours de la fonction publique voient leur admission invalidée pour cause de faux diplômes et de diplômes non reconnus. Je trouve que la décision du gouvernement est salutaire parce que vraiment il faut qu'on mette fin à ça. Sur le terrain, on voit certaines réalités, c'est décevant. C'est sur la base déjà des diplômes qu'on va composer. Donc une personne qui va à un examen ou un concours avec un faux diplôme et qui est admis, ça veut dire que c'est déjà une fausse identité. À quel moment intervient l'annulation? Quand le diplôme qu'un candidat présente n'est pas bon, il est normal que cette admission soit annulée. Des admissions invalidées par le ministère d'État, ministère de la fonction publique avec des sanctions encourues. Sur la question des sanctions, il faut distinguer deux catégories. On a les candidats qui frappent pour la première fois à la fonction publique. Quand ils déposent des documents qui s'avèrent être des documents frauduleux à la fin, c'est 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et c'est 50 000 à 500 000 d'amende pour les concours professionnels. Au regard de la gravité de cette faute, la sanction peut aller jusqu'à la révocation de l'agent de l'État. Le processus d'authentification des diplômes toujours en cours. À ce jour, les chiffres ont connu une hausse. On a plus de 200 cas de faux diplômes répertoriés et ce n'est pas encore fini, la procédure continue. Toutes les personnes qui vont venir à nos concours et qui vont présenter des diplômes seront systématiquement passées au peigne fin de l'authentification des diplômes. Et c'est seulement si cette authentification est certifiée que ces personnes seront affectées dans un poste de travail. Parmi les candidats admis au concours administratif au titre de l'année 2022 et ayant fait objet de rejet, on note 14 diplômes de baccalauréat et 139 diplômes du premier cycle BEPC. Nous avons des clés pour détecter les documents qui sont délivrés par nos services et ceux qui ne le sont pas. En ce qui concerne la déco,
Nous travaillons sur une base sécurisée. À l'issue des délibérations, après les examens scolaires, nous avons des archives certifiées. Voilà par exemple un document qui date de 2018, un support authentique qu'ils ont pris, ils sont allés saisir. Quand ils viennent maintenant pour demander une attestation ou alors un relevé de notes, étant donné que ce n'est pas un bon document, ces personnes-là ne peuvent pas figurer dans notre base. Côté cycle supérieur, le processus d'authentification des diplômes obéit à des critères. On vérifie si le parchemin qui est arrivé au nom d'un tel, est-ce que c'est un parchemin qui est vrai? En ce moment, on regarde dans notre base de données, on se rend compte qu'il n'est pas là. S'il n'est pas là, c'est que c'est du faux. Mais quand il est là, ça veut dire qu'il est homologué. On dit ça, c'est vrai. Là, il est bon. Maintenant, quand il n'est pas là, il n'est pas dans notre base de données, donc il n'est pas homologué, en ce moment, nous ne pouvons pas dire s'il est faux ou bien s'il est vrai. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de dire qu'il n'est pas homologué. C'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour mieux gérer la question des diplômes délivrés par les candidats aux différents concours administratifs, la direction des concours fait des propositions. Il est important qu'il y ait une plateforme interconnectée avec le ministère de la fonction publique. Ça nous permet directement de pouvoir attaquer leur plateforme lors de l'inscription. Ça peut nous permettre ici automatiquement de dire votre diplôme, il est faux. Donc, il ne va pas poursuivre le processus. Donc, ce serait vraiment l'idéal pour qu'on n'attende pas la fin du processus des concours pour faire l'authentification. Au niveau des organisations syndicales, cette question est aussi une préoccupation. En tant que syndicat qui faisons la promotion de l'excellence, de la transparence et de l'équité dans les concours et examens, nous ne pouvons dire que c'est un travail bien fait. Cette démarche participe à améliorer et à valoriser le mérite. Face à l'ampleur des faux diplômes, la ministre Anne-Désirée Ouloto tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, le président de la République prône le retour d'une Côte d'Ivoire des valeurs, honnêteté, citoyenneté. Côte d'Ivoire de valeurs à partir desquelles l'Ivoirien doit se présenter avec beaucoup d'humilité au concours en utilisant ses vrais diplômes, des bons diplômes. Parce qu'en voulant tromper l'administration, vous ralentissez le processus en cours, vous pénalisez les autres, vous mettez un frein à la célérité dans l'organisation des concours. Parce qu'à toutes les étapes, nous avons besoin de plus de rigueur, surtout pour intercepter les faux diplômes. Nous avons la responsabilité de recruter à la fonction publique des personnes qui le méritent, des personnes qui ne trichent pas, des personnes qui sont honnêtes. L'annulation de faux diplômes par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'inscrit dans le processus de crédibilisation des concours en vue d'un recrutement de qualité. Voilà, c'était le focus sur la lutte menée par le ministère d'État, ministère de la fonction publique contre les faux diplômes. C'était le dossier Vide ici réalisé pour vous par Grace Kando. Nous sommes le 3 mai aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes ont marqué cette 31e journée par une procession dans les rues de Cocody, ici à Abidjan. La marche s'est soldée par des échanges au stade de la haute fréquence de la RTI, au centre des réflexions, les avancées en matière de respect de la liberté de la presse. Le journalisme face à la crise environnementale était également au menu des débats, nous rapporte Rally Dumondé, un jeune journaliste de la rédaction des RTI. Le monde de la presse, debout ce vendredi pour la liberté d'expression dans l'exercice de la profession journalistique. Que les gens nous laissent travailler librement, mener des enquêtes, faire des investigations pour donner l'information qu'il faut au public. Au moment où se célèbre la 31e journée mondiale de la liberté de la presse, 544 journalistes sont détenus à travers le monde. 50 ont été tués dans la pratique de leur métier en 2023, selon Reporters sans frontières. Mais en Côte d'Ivoire, les indicateurs sont plutôt rassurants.
0 journaliste et 0 collaborateur des médias tués et détenus dans une prison dans notre pays. Et cela est à saluer. Ce sont donc des journalistes en sécurité qui décident pour cette 31e journée mondiale de la presse de se mobiliser aux côtés de l'UNESCO en vue de mener plus efficacement le combat contre le réchauffement climatique. Le défi climatique est aussi un défi journalistique. C'est pour cela que cette année, cette édition met en exergue le lien essentiel entre protection de la liberté d'expression, ce bien public mondial, et préservation de notre planète. C'est pratiquement toutes les nappes phréatiques en Côte d'Ivoire qui sont menacées à cause de l'appareil clandestin et la déforestation également. Pour nous, journalistes, il est important vraiment de mener ce combat-là. C'est à nous de nous mobiliser afin que nous puissions éduquer, sensibiliser, former nos populations sur les dangers du changement climatique. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire et le ministère de la Communication louent l'engagement de la presse locale pour la cause climatique. Nous sommes reconnaissantes que vous contribuez à faire progresser nos valeurs communes. Les contributions que vous faites pour notre environnement, pour tirer l'attention aux défis climatiques. Chers amis journalistes, vous vous êtes engagés à jouer un rôle crucial dans la construction d'un avenir durable pour tous. Merci de continuer à produire des contenus d'information et de sensibilisation des populations. La Côte d'Ivoire est résolument engagée à adopter les réformes réglementaires et institutionnelles indispensables à une gestion efficace des impacts climatiques. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, envisage une opération de planting d'arbres dans les semaines à venir pour matérialiser sa volonté de préserver l'environnement. Voilà, les journalistes sans relâche s'attellent à informer le public et notre collègue de RTI 1, Didier Nguessan et son équipe étaient au CHU de Cocody. Vous allez le voir dans ces images pour un reportage et avec leur caméra, ils ont suivi la visite du ministre de la Santé, Pierre Demba, et la ministre des Affaires étrangères du Japon. Ces deux personnalités ont visité le nouveau pôle gynécologique, obstétrique et pédiatrique de ce CHU et ce pôle a été offert par le Japon à hauteur de 22 milliards de francs CFA. Ce bâtiment donc est le fruit de la bonne coopération ivoiro-japonaise. Le prix spécial panafricain a été donc octroyé. C'est la structure interafricaine de communication et de sondage qui vient ici de procéder à la remise du prix spécial panafricain ICS du meilleur maire de Côte d'Ivoire. Et Arlette Badou Nguessan, maire de la commune d'Ara, est l'autorité municipale qui s'est mieux illustrée en matière de développement local en cette année 2024. C'est ce que nous rapportent Olivier Kra et David Soyo. Arlette Badou Nguessan, maire d'Ara, distingué meilleur maire de Côte d'Ivoire. Un prix décerné par la structure interafricaine de communication et du sondage, ICS. Avec ce prix spécial panafricain, la lauréate du jour succède à Sita Ouattara, maire de Gbeleban. À tous les conseillers municipaux du premier comme du second mandat, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour cette belle équipe soudée que nous formions pour assurément offrir le bien-être à nos populations. Que Dieu vous bénisse et que nous demeurions unis et solidaires pour un avenir encore plus radieux pour notre Ara. Selon les organisateurs, cette distinction est le fruit de ces actions menées pour le développement de la commune d'Ara. Rien de surprenant, Madame le maire, car le communicateur et le négociateur avertit que vous êtes de formation, c'est mieux que quiconque, que rien ne peut être entrepris en matière de développement sans l'attente et la cohésion de la population. C'est d'ailleurs sous le triptyque paix, développement, cohésion sociale que vous avez inscrit votre action. Le climat de paix instauré dans la commune d'Ara a permis la réalisation de nombreux projets. Créé en 2003, le prix spécial ICS est à sa 13e édition. Il s'agit pour les initiateurs de ce prix de développer l'Afrique par la connaissance du mérite des hommes politiques, des spécialistes de la culture, du sport, de l'économie et d'encourager l'entente entre la Côte d'Ivoire et les autres pays africains par la reconnaissance du mérite.
La Côte d'Ivoire a un nouvel ambassadeur accrédité au Sénégal. Il s'agit de Mamadou Aïdara. Il a été nommé donc en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Sénégal avec résidence à Dakar. Le diplomate ivoirien, comme vous le voyez sur ces images, a été reçu par le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Et les deux personnalités se sont félicitées de la qualité des relations de coopération qui existent entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ici en Côte d'Ivoire, direction Agboville, l'heure est à la mobilisation là-bas pour l'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Pierre Demba, ministre de la Santé, également président de la région de l'Agnébi-Tiassa, s'active avec son équipe pour le succès de cette organisation. On en sait plus avec notre reporter Suleiman Donisongo. Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en séance de travail avec les filles et fils de la région, ainsi que les autorités administratives de la localité. Il s'agit d'une réunion préparatoire à une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Filles et fils de la région, les cadres s'activent à la réussite de l'événement. Aujourd'hui, les populations de l'Agnébi-Tiassa, avec l'avènement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à la tête de ce pays, voyant comment la Côte d'Ivoire se développe, comment les infrastructures sont construites partout, qu'est-ce qui est apporté comme solution aux problèmes des populations, veut prendre toute sa place. Abordant les questions logistiques et toutes les dispositions pratiques, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa mesure l'importance de la tenue de cette manifestation au cours d'un point de presse, non sans rappeler les actions de développement déjà réalisées en faveur des populations. Alors pourquoi l'Agnébi-Tiassa veut magnifier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le 4 mai? D'abord, l'Agnébi-Tiassa, qui a toujours été donc des grands rendez-vous dans notre pays, veut démontrer encore une fois que cette région veut, aux côtés du chef de l'État, mener le combat pour le développement et l'épanouissement des Ivoiriens. Que ce soit au niveau des routes, des écoles, des centres de santé, et j'en passe. Le montant total des investissements réalisés en si peu de temps se chiffre à plus de 250 milliards de francs CFA, du jamais vu dans notre région. Prévu le 4 mai prochain, à la place Henri-Konan Bédié d'Agboville, cité de la paix et de la cohésion sociale, ce sont plus de 40 000 personnes qui sont attendues à cette cérémonie d'hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Voilà, demain samedi 4 mai, c'est la date choisie par l'Agnébi-Tiassa pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans cette région. À 24 donc de cet événement, les populations de l'Agnébi-Tiassa se prononcent sur les enjeux politiques, la portée culturelle et sociétale. C'est ce que nous rapportent Frédéric Gorebi, Jean Magagui et Ousmane Cherif. Reconnaissance et gratitude, deux mots qui traduisent au mieux l'état d'esprit des populations de l'Agnébi-Tiassa à 24 heures de la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Pour cette commémoration, ce sont les têtes couronnées qui sont en ligne de mire. Du côté de Tabo, nous sommes mobilisés. Merci pour le travail qu'il a fait. Donc, toute la population de Tabo est vraiment déterminée à pouvoir l'honorer. C'est un honneur pour nous. Et donc, bien entendu, nous devons tous nous mobiliser pour que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sache que la population de l'Agnébi-Tiassa, et particulièrement celle de Tabo, sont avec lui. De Tiassalé à Tabo, en passant par Sikensi et Agboville, les populations sont heureuses et déterminées à prendre part à cet événement. Pour ce qu'il a fait pour nous, toutes les femmes vont se lever et puis aller lui dire merci. C'est tout à fait mérité de rendre hommage au président de la République, vu ce qu'il entreprend, ce qu'il fait, ce qu'il exerce comme travail. Ce rassemblement est également perçu par les populations comme une occasion pour faire des doléances. J'ai un besoin de professeur de français. Nous attendons jusqu'à aujourd'hui notre adduction en eau potable et puis notre connexion au réseau électrique. Le chef de toute une nation, c'est une joie parfaite. On peut encore bénéficier de plusieurs choses. On ne sait jamais. Rassemblement historique sous fond d'enjeux politiques, ce rendez-vous est aussi celui du brassage ethno-culturel et de la cohésion entre les fils et filles de l'Agnébi-Tiassa.
Voilà, la paix et la cohésion font aussi le lit du développement. Voyons comment l'ensemble des 7 villages abourés dans la région du Sud Comoé manifestent leur volonté d'adhérer à la politique de proximité, de développement et du gouvernement. Justement, ils l'ont exprimé dernièrement à Bonois, à Yaou et à Mossou. C'était à la faveur des échanges avec Jean-Luc Kofi, conseiller du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Alexis Ouedraogo pour plus de détails. À Bonois, Yaou et Mossou, l'émissaire du chef du gouvernement est porteur d'un message de remerciement au peuple abouré. Reconnaissance pour leur adhésion affichée aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara, traduite en partie par leur participation à la cérémonie d'hommage organisée quelques jours plus tôt. Jean-Louis Kofi lance un message, celui du pardon, de la solidarité, de l'union et du travail. Chers frères, votre frère Mambé vous dit merci et vous dit dans l'unité, tout est possible. Dans le pardon, tout est possible. Dans l'humilité, tout est possible. Le président de la République est là pour tous les Ivoiriens. Il est prêt. La main que vous avez tendue, en venant nombreux le supporter pour dire merci au président de la République, il est prêt pour saisir cette main. Cette politique de proximité du gouvernement a eu des échos positifs auprès de la notabilité, des femmes, mais aussi des jeunes de la région. La main que le Premier ministre nous a tendue par sa première visite à Bonois, ça nous a beaucoup marqué. Et on voudrait lui donner l'occasion, lui aussi, d'apprendre à connaître le peuple. Nous avons confiance parce qu'en lui, par les gestes qu'il a posés, nous pensons trouver quelqu'un qui a de l'écoute et puis de la bienveillance. La participation des peuples abourés à cette journée d'hommage au chef de l'État. Pour nous, c'était un devoir. C'est l'expression de l'attachement à notre cher président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que le Premier ministre envoie son conseil spécial pour rendre visite à la communauté de Yaou, la Croix de Yaou, suite à la journée de remerciement au président de la République pour toute sa reconnaissance. Nous sommes très heureux. Et nous aussi, en retour, nous lui réitérons nos remerciements. Rappelons qu'une forte délégation du peuple abouré s'était déplacée le samedi 27 avril dernier à Songon, Dagbé, dans la commune de Songon, à la faveur de la journée hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, organisée par les populations Atian et Akie du district d'Abidjan. Hélas, la vie n'est pas toujours rose. Une tornade s'est abattue, vous vous souvenez, sur la localité de Fakobli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était le 23 avril dernier. Et cette tornade a laissé de graves séquelles, entre autres infrastructures dévastées, services administratifs, établissements primaires et secondaires, centres de santé et des habitations. Et bien, pour faire face à cette catastrophe, un plan de secours a été lancé par les autorités administratives. Léon Bro. Services administratifs, établissements primaires et secondaires, centres de santé, habitations, mairie et gendarmerie de Fakobli dans la région du Guémon, dévastées par une tornade. Pour faire face à la catastrophe, réunion de crise, les parties prenantes planchent sur l'état des lieux, les priorités et solutions d'urgence, mieux le plan d'organisation de secours hors sec déclenché. Nous avons saisi la direction régionale de la solidarité, qui est à Diokoui, pour que la direction intervienne, qu'elle vienne faire un peu l'état des lieux, pour voir dans quelle mesure elle pourra apporter une aide aux populations. Ensuite, nous avons rendu compte à M. le ministre de l'Intérieur et que les différents services concernés saisissent leur ministère de tutelle. Face aux dégâts, des mesures urgentes, double vacation dans les établissements impactés, mise à disposition de salles de classe provisoires, appel à la mobilisation de fonds pour la réhabilitation des infrastructures endommagées. Nous lançons un appel à l'État, aux bonnes volontés, de se manifester, de se mobiliser, surtout au niveau de l'école et de la santé. C'est le 23 avril dernier, à la faveur d'une pluie, que s'est produite la tornade de Fakobli dans l'ouest montagneux.
Voilà, la musique détend. On va donc trouver un peu de souris au son du balafon. Je vous conduis au stade municipal de Bondiali qui a abrité hier jeudi 2 mai les premiers concerts grand public de la 8e édition du Guéguélé Festival. C'est le festival du balafon. Les artistes, vous allez le voir, ont communié avec le public et le balafon justement était à l'honneur. Issa Tchonayo, Sylvestre Nguessan pour le reportage. Bondiali, stade municipal. Début des concerts, grand public de la 8e édition du festival Djigli. Salif Dessoubara, artiste inconditionnel du balafon venu du Burkina Faso, donne de la voix. Dans un répertoire riche et varié, il fait danser les nombreux jeunes férus du balafon. Autre attraction, le groupe Keibaphone. Les 7 membres de la formation artistique montrent qu'ils sont des héritiers du balafon. Après un spectacle réussi la veille, Jaël Boni, réclamé par le public, fait à nouveau sensation. C'est une œuvre utile. À l'intérieur du pays, nous avons vu des centaines, peut-être des milliers de jeunes en train de danser, des femmes, des vieillards, des hommes. C'est la preuve que la culture peut nous permettre d'égayer sainement nos villes de l'intérieur et qu'elles ne se limitent pas simplement à la capitale, donc à Abidjan. Pour cette deuxième journée des concerts, ce vendredi, sont en attraction Molo Bali Keïta du Mali, Oswald Kwame de la Côte d'Ivoire et le groupe Patrick Avenu de la France. Malheureusement, l'ambiance est tout autre ailleurs, notamment en RD Congo. Une bombe a explosé dans un camp de réfugiés. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 5 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Plus de 20 autres personnes ont été blessées. L'attaque est attribuée à un groupe rebelle connu sous le nom de M23 et un porte-parole militaire de ce groupe nie tout rôle et accuse l'armée congolaise d'avoir posé la bombe. Le M23 s'est emparé, je rappelle, de nouveaux territoires cette semaine, capturant ainsi la ville minière de Rubaya. Plus de 100 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux. Continuons à promouvoir la paix autour de nous. Je vous retrouve dans la paix demain à 20h sur ce même plateau.